Enfin, pour conclure cette émission, qui dure maintenant exactement 2 heures de temps, j'aborde pour la première fois, de manière frontale, la question de la tragédie soudanaise. L'Afrique tout entière a vu les corps des femmes, des enfants, les corps des hommes, les corps des vieillards, massacrés dans la ville d'El Fasher par les soi-disant forces de soutien rapide, les milices du général Hemeti. L'Afrique tout entière assiste depuis plusieurs années à l'effondrement organisé du Soudan. Et il est important que nous montrions que nous sommes solidaires de nos frères en humanité au Soudan. Il est important que nous essayions de savoir comment nous pouvons les aider. Comment nous pouvons participer, Africains, à la solution de la tragédie soudanaise. Car s'il faut compter sur l'ONU, le Soudan va disparaître. S'il faut compter sur l'Union européenne, le Soudan va disparaître. S'il faut compter sur la soi-disant communauté internationale, le Soudan va disparaître. Mieux, s'il faut compter sur l'Union africaine, le Soudan va disparaître. Il nous faut donc sérieusement nous demander ce que nous devons faire pour aider le peuple soudanais. Parce que si les Africains éveillés, ne volent point au secours du peuple soudanais, cela veut dire que nous aurons laissé détruire une partie de nous-mêmes, sous nos propres yeux. Et nous ne pourrons pas nous regarder dans une glace. Ayant assisté impassible, comme le monde a assisté impassible au massacre des Palestiniens par l'armée sioniste israélienne, eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre cela. L'Afrique s'est permise, eh bien, plusieurs fois de rester impassible devant le malheur des siens. Des millions de Congolais ont été précipités dans la mort. L'Afrique n'a pas suffisamment volé au secours du Congo, y compris l'oligarchie congolaise corrompue elle-même, n'a pas suffisamment volé au secours de son propre peuple. L'Afrique a assisté au saccage de la Libye, au saccage de la Somalie. L'Afrique a vu périr 1 million de Rwandais. L'Afrique a assisté, presque impassible et même passive, à la déchirure de ses terres, de ses fils. Chacun croyant, en vertu du syndrome du village A et du village B, que ça concernait le voisin, jusqu'à ce que ça vienne à lui. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? J'espère que vous savez ce que signifie le mot Soudan. Soudan signifie dans la langue africaine ancienne le pays des Noirs. C'est ça la signification de ce pays-là. Et le Soudan est l'un des pays qui faisait partie du grand empire négro-pharaonique multimillénaire. Il fait partie de ce qu'on a appelé la Nubie, ce qu'on a appelé le pays de Couche dans l'Antiquité, il y a plusieurs milliers d'années. C'est l'une des régions les plus glorieuses de l'histoire archéologique africaine, l'histoire architecturale africaine. Quelques-uns des plus grands empires que l'homme ait jamais conçus sur la terre furent construits par nos ancêtres dans la vallée du Nil, à laquelle appartient l'espace soudanais. Soudan signifie pays des Noirs. C'est-à-dire, en fait, le Soudan signifie l'Afrique. Il a récupéré le même nom que l'Égypte avait dans la langue africaine antique, à savoir le nom de Kemet. Kemet, pays des Noirs. Soudan signifie pays des Noirs. Comme Kemet signifiait pays des Noirs. Les Noirs, dans la langue négro-égyptienne antique, on les dit les Kemtiou. Donc, le mot Soudan, c'est l'appellation arabisante, de Kemet. Alors, à l'origine, donc, le Soudan, c'est le pays des Noirs. Ce pays connaît une colonisation active des Arabes, selon un certain nombre de datations à partir du XIVe siècle. Ils vont apporter leur langue. Et la religion qui, à partir du 6e, 7e siècle, est devenue dominante chez eux, l'islam. À l'origine, c'est une terre d'autochtonie de Noirs. Long Emingindo, Bourba Kemet, Mingindo, le pays des Noirs, comme on dit dans ma langue, le Bassa. Long Mingindo. À partir du moment où la colonisation arabe arrive, un conflit permanent va exister entre les populations émigrées venues de l'Arabie et les populations autochtones nubiennes, africaines. Ça, c'est le commencement de très graves problèmes qui persistent jusqu'à aujourd'hui. L'opposition entre
les populations soudanaises d'origine arabe et les populations soudanaises d'origine africaine. Mais ça ne va pas s'arrêter là. À partir du 18e, 19e siècle, le pays est colonisé par les Occidentaux. Et à l'occasion du partage de Fashoda, la France et l'Angleterre délimitent le Tchad et le Soudan dans la fameuse région terrible du Darfour, qui est en réalité une continuité anthropologique, culturelle, mais qui est divisée par le fait colonial. En Soudan d'un côté, Tchad de l'autre. Les mêmes peuples, la même langue, la même tradition. Les colons, quand ils arrivent dans l'espace du Soudan, parce que ça s'appelle désormais comme cela en langue arabe, pays des Noirs, qui avant s'appelait Kemet, pays des Noirs, les Occidentaux sont peu nombreux. Pour dominer au Soudan, ils sont donc obligés de diviser davantage le Soudan. Voilà comment ils vont créer des frictions, ils vont renforcer les inégalités entre les Arabes et les Nubiens, entre les Nubiens et certains Nilotiques, entre les Nilotiques et un certain nombre de populations autochtones comme les Nuers, etc. Ils vont créer et renforcer les identités. Parce qu'ils savent que s'ils laissent naître la symbiose du peuple soudanais, telle qu'elle avait été tentée par exemple sous le régime communiste de Ghaffar el-Nimeri, s'ils laissent cela se développer, les Occidentaux craignent d'avoir une très grande puissance qui sera comparable à l'Éthiopie qui a battu l'Italie à la bataille d'Adwa en 1896. Ils craignent qu'une grande puissance africaine émerge et qu'ils ne puissent plus piller tranquillement l'Afrique. Ils vont tellement jouer sur ce clivage que le Soudan indépendant va être handicapé dès sa naissance. Il va naître, mais avec en son intérieur un État multinational. Un État composé de plusieurs nationalités. Les Arabes au nord, les Nubiens au centre, les Nilotiques à l'extrême sud, et même des populations bantoïdes ou semi-bantoïdes. Vous comprenez ça? Puisque les colons britanniques insistent sur cette division, les revendications politiques vont s'exprimer à l'intérieur de cette division. Les partis politiques vont être des partis ethno-régionaux. Et le Soudan va être mort-né, puisqu'il est, dès le départ, constitué par une neutralisation des gens du Nord par ceux du Sud, des musulmans par les chrétiens, des chrétiens par les animistes, des Nubiens par les Nilotiques, des Nilotiques par les Nuers, des Nuers par les Arabes. L'occidental étant en minorité numérique, a besoin d'une population divisée pour dormir tranquillement dans sa case coloniale. Voilà comment ils ont laissé le Soudan. Mais entre-temps, le Soudan est un pays immensément riche. Il y a notamment dans ce pays 2 ressources en quantité considérable. Ce sont le pétrole au sud et l'or au nord. À cause du pétrole au sud, les Occidentaux vont attiser et financer la guerre civile soudanaise. Ce sont eux qui vont armer John Garang, le chef de la rébellion du Sud-Soudan, pour que celui-ci se batte et obtienne la partition du Soudan. Voilà comment va naître la région du Sud-Soudan, dont le pétrole est massivement exploité par l'Occident. Maintenant, dans le Soudan du Nord, qu'on appelle aujourd'hui Soudan, et dont la capitale est Khartoum, mais la véritable capitale opérationnelle, c'est Port-Soudan, sur la mer Rouge. Il va y avoir une élite, une oligarchie militaire arabe, incarnée par le général Abdel Fattah Burhan, soutenu par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et il va y avoir une autre faction militaire, anciennement appelée les Janjaouides, des milices tribales, qui étaient sous la direction des Arabes de l'oligarchie militaire, pro-égyptienne et saoudienne, et qui étaient chargés de pacifier les ethnies négroïdes et bien du Sud. Ces miliciens Janjaouides vont être reconstitués en une force qu'on appelle aujourd'hui le FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Hemeti, quant à lui, est soutenu par les Émirats arabes unis et leurs alliés dans la sous-région, qui lui procurent des armes. Et que font les 2 groupes qui s'affrontent? Les 2 groupes qui s'affrontent pour contrôler la ressource essentielle du Nord-Soudan. Vous savez quelle est la ressource essentielle du Nord-Soudan? De quoi le Nord-Soudan est riche? De l'or. C'est une terre d'or. Abdel Fattah Burhan se bat pour prendre l'or de son pays, le vendre à travers les Égyptiens et les Émirats arabes unis au monde entier.
On le paye, il achète des armes avec et il pille encore de l'or pour vendre. De son côté, Hemeti se bat pour piller l'or de son pays et le vendre au monde entier à travers ses parrains, les Saoudiens. Entre-temps, le peuple soudanais se meurt. Si vous allez même au Sud-Soudan, vous vous rendrez compte entre les partisans du parti qui a obtenu la sécession du Soudan, c'est-à-dire les partisans de John Garang, aujourd'hui décédé, les descendants politiques de John Garang, il y a une guerre là-bas. Entre eux. Là encore, c'est pour le partage des revenus du pétrole. Ils ne font pas les produits finis du pétrole. Hein. On ramasse le brut, on donne aux Occidentaux. Les Occidentaux raffinent chez eux. Et on se bat pour être le premier à vendre moins cher le pétrole du Sud-Soudan. Voilà la situation au Sud-Soudan. Au nord, on se bat pour être le premier à vendre l'or du pays moins cher. Voilà la situation de notre peuple. Des dirigeants politiques qui n'ont pas pitié de leur peuple, qui volent, qui pillent les richesses de leur peuple pour nourrir des puissances étrangères en échange d'un soutien en armes, un soutien en quelques produits finis et la petite gloire de se dire « je suis le chef ». Ça vous rappelle quelque chose? Mais c'est pour ça que le Cameroun est là depuis 43 ans en train de descendre aux enfers. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara massacre maintenant depuis près de 20 ans les Ivoiriens. Pour brader le pays à des puissances étrangères et recevoir en échange la reconnaissance, eh bien, du nègre de maison. Voilà la tragédie soudanaise. Ce qui se passe au Nord-Soudan, c'est que deux clans qui sont également haineux envers leur propre peuple s'affrontent pour contrôler l'or et le commercialiser au monde. Les uns soutenus par les Émirats arabes unis, qui sont leurs parrains, les autres soutenus par l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui sont leurs parrains. Derrière toute cette affaire, c'est l'or. Tout comme vous savez qu'on a attaqué Gaza et les Palestiniens depuis qu'on a découvert une immense réserve de gaz et de pétrole au large de Gaza. C'est pour leur arracher ça qu'on les a attaqués et qu'on fait tout pour les déloger. Vous voyez, partout où il y a des matières premières stratégiques sur cette terre, il y a des rapaces humains qui viennent y mener la guerre. Partout où il y a des richesses stratégiques sur cette terre, il y a des rapaces humains qui viennent y mener la guerre. L'Afrique est en guerre partout parce que l'Afrique est le continent le plus riche. C'est le premier continent humain. C'est le premier continent de la Terre. C'est le plus grand continent de la Terre. C'est le plus riche, l'Afrique. Voilà pourquoi les ressortissants des continents les plus pauvres organisent sans cesse en Afrique des guerres qui leur permettent de nous maintenir en état de fragilité pour continuer à nous piller. Alors, que pouvons-nous faire pour le Soudan? C'est par là que nous allons conclure cette émission qui dure maintenant 2h16. Et vous comprenez pourquoi il était intéressant de traiter en avant-garde dans la journée la question des velléités d'agression militaire américaine contre le Nigeria. Que pouvons-nous faire pour le Soudan? Le premier devoir, en tant qu'Africains et Africains, que nous avons à remplir, c'est de faire connaître la tragédie soudanaise autour de nous. Nous qui sommes internautes, citoyens, faisons une part à la tragédie soudanaise, comme nous devons faire une part à la tragédie congolaise, comme nous devons faire une part à la tragédie de tout peuple africain en souffrance dans nos moyens de communication. Il ne passe pas une journée sans que je reçoive, de la part de telle ou telle Africaine, l'appel de détresse, parfois carrément l'injonction de parler de son pays. Et je me demande comment ces Africaines et ces Africains, qui certes apprécient mon service pour la communauté, font pour ne pas se rendre compte qu'ils ne font même pas un centième. Parce que pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, fais un peu comme lui. Nous devons tous être des ambassadeurs du peuple soudanais en souffrance. Personne ne doit se mettre à côté de ce travail. Tous ceux qui ont pris connaissance de la tragédie soudanaise, de la tragédie congolaise, ne peuvent plus se taire. Il faut en parler. J'entends souvent des gens, ah, parle du Cameroun. Bon, vous voulez que je parle du Cameroun? Si je ne parlais que du Cameroun, bon, qui parlerait alors comme moi je parle, là maintenant du Soudan? Qui parlerait comme moi j'ai parlé du Togo, comme moi j'ai parlé du Cameroun? Chacun d'entre nous doit apporter son originalité partout où le continent en a besoin. Arrêtons de rester enfermés dans ces frontières héritées de la colonisation. Pensons l'Afrique. Au sens de la pensée et pensons-la au sens de la soigner. Avec A. P-A-N-S-E-R. Pensons l'Afrique. Donc d'abord un devoir de médiatisation. Parce que la publicité, la publication de la tragédie soudanaise va contribuer à la conscientisation et des Soudanais et des autres Africains sur la tragédie qui a lieu.
Premier devoir. On a un deuxième devoir. C'est qu'on doit s'adresser de manière très vigoureuse aux parrains de la guerre. Vous connaissez les parrains de la guerre. La guerre de l'or au nord du Soudan a pour parrain l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi et l'Arabie Saoudite des Fahd, côté Al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan, le gouvernement de Khartoum et de Port-Soudan. Et côté Hemeti, le conflit a pour parrain les Émirats Arabes Unis. Mais ces pays-là, l'Afrique, les pays africains doivent s'adresser à eux. On doit clairement demander à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis d'arrêter de faire couler le sang chez nous. Les pays africains qui ont des relations diplomatiques avec ces pays doivent convoquer les ambassadeurs. Ça, c'est le niveau de la pression diplomatique. Moi, je ne sais pas comment on peut mettre fin à cette guerre si l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis ne sont pas pris en chasse par les opinions et par les responsables politiques. Pour leur dire, écoutez, nous avons les moyens et les preuves absolues que c'est vous qui attisez la guerre pour piller l'or du Soudan. Donc, il y a un niveau diplomatique là. On ne peut pas continuer à dire, on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose. L'Alliance des États du Sahel nous a montré que nous pouvons faire quelque chose. Ça, c'est le niveau diplomatique. Maintenant, il y a un troisième niveau qui est le niveau humanitaire. Nous devons essayer de savoir comment faire parvenir de l'aide à nos frères et sœurs du Soudan. Le plus dur, bien sûr, étant que cette aide leur parvienne réellement. Chacun d'entre nous doit être concerné par ces enfants qui meurent de faim. Au Congo, au Soudan, au nord du Cameroun, qui meurent de faim au Sahel, au Nigeria. Il nous faut tous et chacun nous demander comment nous pouvons atteindre ces populations par notre solidarité, puisque notre civilisation est une civilisation de vérité, de justice et de solidarité. Donc, il faut que nous partagions le maximum d'informations sur les canaux de solidarité envers les populations du Soudan. Pour moi, c'est la troisième des actions que nous devons mener. Et si chacun d'entre nous s'engageait à essayer de faciliter, d'encourager l'une ou l'autre des trois actions que je viens de souligner, je suis sûr que la situation de notre peuple africain au Soudan s'améliorerait. Et que même les belligérants, se rendant compte qu'on les a vus dans la hideur, dans la laideur de leurs crimes envers notre peuple au Soudan, même eux en viendraient à être confrontés à des cas de conscience. Parce que ceux-là aussi, à un moment donné, il faut que politiquement, ils soient réprimés. D'abord par les peuples africains et les gouvernements africains. Les gars-là ne peuvent pas être en train d'entretenir une guerre de l'or qui tue des cinquantaines de milliers, des centaines de milliers d'êtres humains avant le terme fixé pour le départ de cette vie dans le corps biologique. On ne peut pas laisser tout ça comme ça et continuer à se boucher le nez, se fermer les yeux, se boucher les oreilles, fermer la bouche, comme si rien ne se passait au Soudan. Ce qui se passe au Soudan, c'est que nous, les Africains, nous y sommes tous déshumanisés. La manière dont on traite les Africains au Soudan est en réalité une manière de nous traiter nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'est physiquement, biologiquement, historiquement, culturellement différent des Soudanais qui souffrent. Et derrière tous ces Soudanais qui souffrent, c'est toi, moi, qui sommes méprisés. Quand vous voyez comment on traite les Africains quelque part, sachez que c'est vous qu'on est potentiellement en train de traiter ainsi. Il faut pouvoir voir en regardant l'un les yeux de l'autre l'image de vos propres yeux. Un proverbe baoulé dont j'ai oublié la formule en langue baoulé dit que quand tu manges la main du singe, regarde ta propre main. Quand tu manges la main du singe, là, on t'a servi ça à manger. N'oublie pas pendant que tu es en train de la manger, de regarder ta propre main. Cela veut dire les choses qui arrivent aux autres et que nous trouvons normales finissent par nous arriver. Et les autres les trouvent normales. Le mal n'a pas d'amis. Karma is a bitch. Donc ne regardons pas les Soudanais comme des personnages de télé. Hein. Ce n'est pas un film. Hein. Ne nous contentons pas de regarder des documentaires et de crier « Ouais, astaghfirullah. » Ah, vraiment, ils n'ont pas la chance. Attention, hein, c'est tout ça qui attire le malheur sur nous. La lâcheté. C'est une maladie de notre civilisation au XXIe siècle, la lâcheté. Mais en fait, la lâcheté veut dire, ça n'a qu'à m'arriver, c'est pas grave.
Tu vois quelque chose de grave qui est en train d'arriver. Tu dis, on s'en fout. Mais quand tu dis que tu t'en fous là, ça veut dire, ça n'a qu'à t'arriver, c'est pas grave. Or, le jour que ça t'arrive, tu cries tellement fort qu'on se demande si quand ça arrivait aux autres, tu n'étais pas là. Vous comprenez? Voilà, par solidarité envers le peuple soudanais, ce que je pouvais apporter aujourd'hui. Alors, à tous les ressortissants des autres peuples dont je n'ai pas pu parler jusqu'ici, je demande modestement pardon, non pas parce que c'est une faute, non pas parce que c'est une erreur, mais je demande pardon uniquement parce que je ne peux faire usage que de mes capacités humaines. Je suis, après tout, et avant tout, comme chacune et chacun d'entre vous, un être humain, avec des possibilités d'action et de réaction limitées. Je m'efforce de faire ce qu'il est possible de faire quand on a bénéficié des grâces dont je bénéficie. Mais j'ai parfaitement conscience que le travail est immense et que beaucoup d'ouvriers manquent à l'appel. Alors, rejoignez-nous. Prenons tous nos responsabilités et ce sera plus aisé pour chacun d'entre nous. Soyez bénis. Je vous remercie. Partage la vidéo et puis abonne-toi.